La RDC toujours endeuille notre chère République à chaque jour, à chaque seconde, à tout moment, et que des morts on compte, pas plus tard qu'hier, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, plusieurs accidents. Un accident d'électrocution, un autre accident de circulation au niveau de Tiango, un accident d'électrocution au niveau de Mongafula. Au niveau de Mongafula, selon les bilans officiels, plus de 26 morts, 24 femmes et 2 hommes. Ça fait tellement très mal. Nous compatissons avec les familles éprouvées. Le gouvernement dit prendre en charge les funérailles, mais est-ce que le gouvernement doit toujours intervenir pour des funérailles ou bien le gouvernement doit agir en amont? C'est très triste. Pourquoi j'ai dit ça? Selon les informations données par le gouverneur Gentini Ngobila, il dit précisément que c'est parce que ces câbles haute tension étaient déjà rouillés. Là, c'est la version du gouverneur. Donc, ce n'est pas que les panneaux étaient tombés, mais c'est parce que les câbles étaient rouillés. C'est ça la version du gouverneur. Donc, il y avait une certaine léthargie de la part de la SNEL, une certaine léthargie également de la part du ministère d'énergie, une certaine léthargie de la part du gouvernorat même, et même du gouvernement central. On ne peut pas comprendre. Si aujourd'hui je hausse les tons parce que c'est inacceptable. 26 morts inutiles, si je pourrais dire comme ça. On pourrait sauver ces vies. Nous allons revenir sur ça avec mes invités. Je suis avec Charlie Asifa. Charlie Asifa est venu ici comme politicien, analyste politique, pour parler évidemment de ces grands partis politiques, MCI de M. Jean-Paul Sivouila Ilunga. MCU fait partie de l'Union Sacrée. En face de Charlie Asifa, nous sommes avec Jonathan Ngwele, cadre au niveau de la Mouka, connu de vous tous ces derniers temps au four et au moulin, dans tous les plateaux. Il défend les peuples, il défend ses intérêts pour 2023. Nous allons en parler parce qu'aujourd'hui, la CENI va présenter sa feuille de route. Est-ce déjà nous sommes partis pour les élections ou bien le gouvernement ne pourrait pas être en mesure de décaisser selon les prescrits de cette feuille de route de la CENI? Nous allons revenir également sur cette histoire de Kanyamaka CC. Désormais, ces gens-là, après plusieurs mois, devraient être maintenant payés. Là, c'est l'information du gouvernement central. Est-ce ils sont dans leur droit d'être payés ou bien qu'est-ce qu'on doit faire encore pour eux? Nous allons échanger tout autour de ça avec mes invités. Le numéro est là. Écrivez-nous. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Fia Lungela. Merci beaucoup à Massamba et à vous tous. Vous devenez de plus en plus nombreux. Vous ne cessez de réclamer cette émission matin, midi, soir. Beaucoup de messages pour l'émission d'hier. Les relais YouTube, Peter Tiani. Nous commençons avec Jonathan Ngwele, avant de prendre Charlie Asifa. Mais tout au long de l'émission, si les temps pourrait nous permettre, il pourrait y avoir un autre invité, un troisième invité, mais j'espère qu'il sera là parce que les thématiques exigent à ce que tout le monde puisse être là pour échanger tout autour des questions qui dérangent notre quiétude ici en République démocratique du Congo. Jonathan Ngwele, comment vous allez? Bienvenue. Merci cher ami de l'invitation. Personnellement, je suis bien portant, mais les réalités de mon pays ne me permettent pas d'affirmer tout haut que nous allons bien, simplement parce que sur 80 millions d'habitants tels qu'estimés, si un est bien portant, il ne faut pas s'enorgueillir parce qu'il y a plus de 80, plus de 70 et quelques mille qui ont besoin de se sentir mieux comme vous. Donc c'est un peu notre inquiétude. Je suis heureux d'être sur votre plateau de télé, mais je note également qu'à la présentation, vous avez affirmé que je défends mes intérêts. J'ai posé la question, si vous défendez les intérêts du peuple ou bien vos intérêts, à vous en tout cas d'infirmer ou de confirmer. Voilà, j'ai accepté moi de vivre sous menace presque pendant pendant plus de 8 ans maintenant. Ouais. Donc c'est pour dire que je n'ai pas d'intérêt personnel à moi, sinon j'ai
j'éviterai cette situation-là. Donc j'ai les intérêts rattachés à celui de mon peuple, parce que lorsque mon peuple se retrouve, lorsque la bonne gouvernance est là, tous nous allons être contents. Mais lorsque la bonne gouvernance n'est pas là, je ne peux pas dire que j'ai des intérêts personnels. Si mon peuple a décidé que dans les jours à venir, qu'il y ait des gratifications à ma personne, nous allons l'accepter à bras ouverts. Mais pour le moment, nous nous concentrons principalement au combat du Congo. Le combat du Congo qui nous oblige aujourd'hui à avoir ces branchards pour plus de 8 ans. Et ça signifie quoi? Voilà. Chaque jour, un Congolais perd la vie. Chaque jour, un Congolais est meurtri, soit par l'irresponsabilité de l'État ou par l'irresponsabilité de ses animateurs. Voilà, il y a la thématique, là, nous allons longuement épiloguer là-dessus. Nous avons ces branchards pour demander à ce qu'il y ait cessation de mort. D'accord. Pas parce que nous n'avons pas de moyens, mais parce qu'il n'y a pas de possibilité en fait. Les gouvernants actuels, dans leur incapacité à laquelle on a joué une incompétence notoire, ne sont pas à même de nous permettre d'être en sécurité. Nous allons aborder la question, mais je me pose... J'aimerais citer par là la question de la ministre de Kingaboa. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un devant le juge. Mais pourtant, les gens ont appris à manier des armes à Kinshasa. Merci beaucoup. Je pense que j'adhère même au combat des Jonathan Ngwele. Je chercherai également mon brassard parce que des morts à chaque seconde. On pleure à l'Est chaque jour. Des ADF jusqu'à présent, ils continuent à tuer. Ici à Kinshasa, partout au Kasaï, les gens meurent à cause de la famine. Donc partout, à chaque province, des problèmes, on ne sait pas. Je pense que ce combat était tellement très noble qu'on doit soutenir. Charlie Asifa, et bienvenue. MCU, comment va les partis? Bonjour à toi, cher Grammy. Heureux de me retrouver sur son plateau, sur votre plateau, pardon. Les MCU va très bien. Les MCU, le parti du camarade président national, Jean-Paul Lungachivila, que nous avons l'habitude, nous avons le devoir de l'appeler Mwana-Bitineba congolais. Mwana-Bitineba congolais, pourquoi? C'est un député? Non. Non, il n'est ni député, il n'est ni ministre, il n'est ni conseiller à la présidence. C'est juste un Congolais, soucieux du développement de son pays, soucieux du développement de la population, du peuple congolais. Il participe tant bien que mal avec ses propres moyens à pouvoir non seulement éduquer les Congolais sur l'entrepreneuriat, parce qu'on l'a toujours dit, la politique aujourd'hui, on est en train de taxer tous les chefs de l'État que nous avons eu dans notre pays. On a parlé de Joseph Kasavubu qui n'était pas à la hauteur, on a parlé même de Joseph Désiré Mobutu, ainsi de suite. Aujourd'hui on parle de Félix-Antoine Tshisekedi qui ne serait pas à la hauteur. Alors à un certain moment, les Congolais doivent aussi se poser la question pour savoir comment on doit se développer. Est-ce que vous allez me citer un seul président dans ce monde qui a développé son pays? Je pense que la réponse... qui développe le pays? C'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple qui doit développer. Mais sous un leadership éclairé. Sous un leadership éclairé, mais quand il y a manque de ces leaderships, le peuple peut aussi se prendre en charge. Nous avons connu plusieurs Et nous sommes leaders. Dans quel cas actuellement? Dans notre pays, il y a un manque de leadership que le peuple puisse se prendre en charge? On parle on dira quoi? D'un flou de vision du chef de l'État, parce qu'il y a certains... Donc il y a flou, vous affirmez qu'actuellement il y a flou de vision du président de la République? Il y a de ceux qui flouent les visions du chef de l'État. C'est dans ce sens que je suis en train de dire. Donc la vision des chefs de l'État n'est pas réellement relayée, allais-je dire, au niveau ou encore les considérations et décisions. Vous allez vous rappeler, je sais que c'est dans votre, c'est prévu dans votre menu du jour, de cet incident qui a eu lieu hier. J'ai Le président de la République a interpellé lors d'un conseil des ministres au mois de janvier. Je martellerai sur ça parce que les ministres de l'urbanisme et habitat, les ministres des affaires foncières, je citerai les noms Pius Mwabilou, je cite Molendo Sakombi, le président de la République a interpellé ces gens pour qu'ils puissent essayer un peu d'épargner les vies humaines, mais ces gens et délocaliser même le marché. C'est ça, d'essayer d'épargner les vies humaines, mais ces gens-là, un mois après, ils n'ont pas exécuté l'instruction du président de la République. C'est dans Charlie Asifa, vous avez la parole. Il y a des gens qui sont à un certain niveau, qui sont en train de flouer la vision du chef de l'État de manière à sorte que ce qu'ils décident de manière pratique
les décisions ne se relayent pas au niveau du vécu du peuple congolais de manière quotidienne. Alors voilà pourquoi nous disons qu'il est temps qu'à un certain niveau, que les Congolais se prennent en charge. Se prendre en charge, c'est aussi savoir entrer dans l'entrepreneuriat. C'est même ça la lutte, on dira, le combat de du président national du mouvement des Congolais Unis, faire en sorte que les Congolais sachent comment investir et dans quelle manière il faut investir. Merci beaucoup Charlie Asifa, un visage très connu des médias. Là je vois plusieurs médias, CBS, Kin 24, également Bomoko actuellement. Alors je prends Jonathan Ngwele. C'est vrai que les gens pointent toujours du doigt au président de la République. Vous précisément, vous êtes reconnu pour ça, vous attaquez les régimes, mais le président a instruit au mois de janvier en plein conseil des ministres qu'on puisse délocaliser ces marchés. Mais comment expliquer qu'un mois après, rien n'a été fait et voilà, nous sommes en train de pleurer les vies humaines. Il y a les ministres de l'urbanisme, les ministres d'État de l'urbanisme et habitat, M. Pius Mwabilou, il y a M. des Affaires foncières, Molendo Sakombi, il y a les ministères de l'Intérieur, vraiment toute une équipe gouvernementale qui n'arrive pas à exécuter les prescrits du Conseil des ministres. Vous savez, lorsqu'il y a un leadership faible, la conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais bien avant cela, j'aimerais m'inscrire en faux sur ce qu'a dit tout à l'heure Charlie, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas un État au monde qui s'est développé parce que son président ou son empereur s'est donné à fond. Parce que peut-être que vous n'avez pas l'information, Macky Sall a trouvé le Sénégal sans TGV. Aujourd'hui au Sénégal, il y a les trains souterrains en grande vitesse. C'est grâce à sa politique. La vice-présidente de la Tanzanie a trouvé son pays, de la Zambie plutôt, a trouvé son pays avec 5000 km de route construite par son prédécesseur. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000 pour moins de 10 mois. Mao Tse-tung, qui a porté la révolution et qui a amené vers le développement de la Chine. Vous connaissez l'histoire? Et même la révolution française, c'était porté par quelqu'un, Napoléon Bonaparte, et aujourd'hui la France c'est ce qu'il est. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un chef qui a un programme, qui a une vision, et grâce aux moyens que l'État donne, notamment par nos impôts, il peut les mettre en pratique et faire développer son peuple et son pays. La question de décision prise par M. Antoine, rappelez-vous que depuis 2020, il a pris la décision de fermeture de ports illégaux. Je pense que si la régie est... Un instant, Jonathan. Si la régie est en connivence avec nous, il peut nous balancer en illustration des images de ce qui s'est passé hier. C'est très horrible. En tout cas, supporter les images de voir ce qui s'est passé à Matadikiba, à Mongafula. On continue, Jonathan. Voilà, je disais que depuis 2020, il avait pris la décision, par les conseils de ministres, bien sûr, de la fermeture de ports illégaux. C'est fermé où? Jusqu'à présent. Voilà. Il prend la décision, il dit il y a gratuité. Mais on arrive à Chikapa et à Lodja, on lui dit s'il n'y a pas gratuité. Il dit même voilà, au sud Kivu. Voilà, et il dit je vais demander au ministre des secteurs de faire en sorte que la gratuité arrive ici. Donc déjà les décisions que lui-même prend, que l'institution prend, ne sont pas respectées. Et lorsqu'il affirme encore que dans son gouvernement, il n'y a pas coordination et harmonisation de projets, ça veut dire qu'il y a des électrons libres. Problème de pilotage. Voilà. Et qui est à la base de la création de ces électrons libres? C'est lui-même. Oh, c'est lui-même qui crée ces électrons libres, comment ça? Voilà. Ouais. Le gouvernement entre en fonction au mois d'avril et il donne l'ordonnance portant modalité et répartition des compétences le 19 janvier. Où est la cohérence? Qui veut voir qui travailler et dans le respect des limites lui réparties? C'est déjà là la question. Aujourd'hui, il fallait délocaliser. Mais dans la politique du gouvernement, lorsqu'on délocalise, on les met où? Premier élément. Ngobila a délocalisé les gens de Zando pour le mettre vers la voie ferroviaire, le route-rail de Lingwala. Est-ce que c'est ce qui va être fait ou c'est ce qui a été demandé d'être fait? C'est ça la question. Donc nous pensons ici que pour réussir, il faut avoir une vision. Monsieur Fachi n'a pas de vision. Il demande qu'on délocalise, mais on va le mettre où? Combien son gouvernement a mis de côté comme budget pour construire de manière momentanée un autre marché? Vous pensez que c'était une décision impopulaire, soit une décision folklorique? Une décision qui sauve des vies n'est pas impopulaire. Mais une décision qui vient sans préparation tue même la décision lui-même. Il faut rappeler de ce que le ministre de la Défense nous a dit. Nous sommes vers l'état de siège, mais c'était une décision impréparée, qui n'avait pas de budget. Exactement. C'est ça le système de la gouvernance actuelle. Ils sont dans les essais-erreurs, ils sont dans les tentatives qui malheureusement ne réussissent pas. Aujourd'hui, nous avons perdu des vies. C'est pas parce que l'État est irresponsable.
la question de l'entretien des pylônes, la question de l'entretien de câbles. Aujourd'hui, un gouverneur n'a pas honte pour dire que c'est rouillé et il est dans les systèmes. Il se revendique même d'être le fils du politique de celui qui est président actuel. Il a dit son gène, il dit que c'est parce que le câble était rouillé et... Pour eux, les vies humaines ne comptent pas. Ils sont à même d'utiliser déjà 70 millions de dollars comme dépassement budgétaire à la présidence. Mais ils sont incapables de donner des millions de dollars à la SNEL pour renouveler ces câbles. C'est là la question déjà. Aujourd'hui, les barrages qui construisent vers les Bandundu, le problème c'est quoi? C'est la transportation. Vous allez me dire que l'État congolais manque l'argent pour financer la transportation de ces courants-là. Donc vous comprenez avec nous que le problème du Congo actuellement, c'est la gouvernance. La gouvernance, elle est médiocratique. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait bien épargner des vies à ces Congolais-là. Plusieurs années, nous avons fustigé le fait que ces gens-là vendent à même les sols. Est-ce que c'est les seuls marchés où les gens vendent à même les sols? C'est partout. Non, si vous allez à Selemba, c'est les cas. Si vous allez à Bumbu, c'est les cas. À Gambela. Mais pourquoi préserver les vies? Parce que c'est l'obligation, les prérogatives de l'État. Mais si l'État doit préserver des vies, c'est en prenant des décisions réfléchies, des décisions intelligibles. Est-ce la décision n'était pas réfléchie? Oui. Mais avec quel soubassement ou quelle conditionnalité pour son exécution? C'est là le problème. Aujourd'hui, nous avons perdu 26 Congolais. Comme toujours, ils vont nous vendre la thèse d'enterrer. Et lorsqu'on enterre, c'est fini. Et les indemnisations, qui les fera? Vous pensez qu'on doit indemniser ces victimes, les familles? Ces dames. C'est de leur droit. Hein? Voilà, ces dames, principalement. Parce que moi, j'ai vu principalement les dames qui ont donné de leur vie. C'était dans quelles conditions? Ils allaient chercher. Et maintenant qu'ils ne cherchent plus, les familles mangeront comment? Il y a même un témoignage d'une petite fille qui dit que la maman, c'est très triste. Alors, je reviens à vous, Jonathan, mais Charlie Asifa, on parle là des instructions données par le président de la République, comme venait là de dire Jonathan Ngwele. Est-ce que les moyens ont suivi ces instructions? Parce qu'on peut bien beau instruire, mais quand les moyens ne suivent pas, comment les ministres sectoriels devraient agir? Merci beaucoup à toi, Granit. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit mon ami Jonathan. Je comprends sa position et je comprends son amertume. On a tous besoin que les Congolais puissent vivre mieux. Je crois que quand on parle de bas, quand on parle dans un plateau de télévision comme le vôtre ici, on n'a pas besoin de savoir qui a tort, qui a raison, et surtout lorsqu'il y a de pertes en vies humaines, personne ne pourrait applaudir ce fait. Mais il faut établir des responsabilités, Charlie. Je suis en train de dire que s'il faut établir les responsabilités, vous penserez que aujourd'hui, la SNEL fasse un communiqué pour lui à son tour rejette la responsabilité sur les faits naturels. Alors vous allez comprendre qu'à un certain niveau, il y a pas un fait naturel, Charlie. Les gouverneurs disent que les câbles sont devenus rouillés. C'est pourquoi les câbles. Je vous parle. Je vais en venir sur ce qu'a dit les gouverneurs. Je vous parle du communiqué de presse qu'a signé la Société nationale d'électricité qui parlerait d'un fait naturel. Donc il y a contradiction déjà sur le déjà là, si c'est de la communication. Là, il y a un problème. La gestion, on dirait anarchique de la SNEL a fait de preuves. On en a vu récemment, il y a eu plein de choses en termes d'électrocution. Aujourd'hui, on parle de ces grands, on dirait quoi, de cette grande tragédie qui a coûté la vie de plusieurs personnes qui n'étaient pas dans une guerre. Ils étaient dans la guerre de la vie, à la recherche du paix quotidien, oui, mais ils n'étaient pas là pour pouvoir trouver la mort de cette manière-là. Alors, quand on parle des responsabilités, ou encore vous avez dit ici, les moyens, est-ce que les moyens ont suivi? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il de... Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui qu'on parle de moyens pour pouvoir délocaliser ou encore pour pouvoir aujourd'hui on empêche les Congolais de pouvoir circuler au-delà des 23 heures. Est-ce qu'on a voulu avoir de moyens pour que les couvre-feux puissent être établis comme il se doit? Est-ce que s'il fallait, tel que le président de la République l'avait demandé, délocaliser ce marché-là, demander à ces gens-là de pouvoir quitter cet endroit-là ou encore cette route, parce que c'est sur la route que ce marché-là se trouve. Alors, je pense que c'est un problème de coordination.
C'est un problème où lorsque les chefs donnent une instruction, la responsabilité devrait être relayée, ou encore l'exécution, allais-je dire, devait être relayée par ceux-là qui ont la responsabilité de pouvoir faire les choses. Sans pour autant, nul n'a besoin ici de pouvoir laver qui que ce soit, encore de pouvoir, c'est-à-dire comme on dit à Lingala, non, on n'a pas besoin de ça, mais seulement qu'il faut savoir, lorsqu'on donne une instruction, on la donne l'instruction à quelqu'un. Et à cette personne-là qui est censée de pouvoir faire quelque chose. Alors, on parle aujourd'hui de la délocalisation du marché Matadi Kibala. On va établir les responsabilités de ceux-là qui, depuis le 7 janvier, que ce conseil des ministres a eu lieu, où le président de la République a donné ses instructions. On dira presque un mois, rien n'a été fait. Alors, on doit établir, s'il faut établir les responsabilités, on doit établir les responsabilités sur ce que le chef de l'État avait donné. Je ne vois pas ici que le chef de l'État puisse descendre lui-même, aller au marché de Matadi Kibala pour pouvoir demander aux mamans ou encore au papa ou encore à ceux-là qui vendent dans ces coins-là de pouvoir quitter celui-là. Alors, le chef de l'État serait peut-être un prophète, parce que lorsque dans un des derniers conseils des ministres, le chef de l'État parlerait de la délocalisation de ces marchés pour la construction d'un dépôt de logistique pour pouvoir abriter les marchandises, encore les commercialisations dans ces points-là. Il a prévu, parce qu'on dit diriger, c'est prévoir. Le chef de l'État avait prévu de pouvoir délocaliser ces marchés-là, en fait, de pouvoir construire sur ce lieu où il y a ce marché, de pouvoir construire un entrepôt, quelque chose qui pourra bien sûr permettre que les gens puissent se retrouver dans de très bonnes conditions. Alors, lorsque ça s'est fait que l'instruction n'a pas été respectée, ou encore l'exécution de l'instruction n'a pas été exécutée, alors il faudra suivre ceux-là à qui on a donné ces instructions. Merci beaucoup, Charlie Asifa. Alors, je reviens à vous, Jonathan Ngwele. Est-ce que le Conseil des ministres ne se transforme-t-il pas en un mousiki? Apparemment, les décisions qui se prennent là-bas ne se limitent que là. Apparemment, les ministres ne viennent là que parce que, selon les informations, ils prennent du carburant, ils prennent un peu quelque chose de motivation. Est-ce que ça ne devient pas comme des mousiki, ces conseils des ministres? Bon, je comprends la posture de Charlie, mais j'aimerais lui dire déjà que le Conseil des ministres, c'est l'organe des décisions du gouvernement. Des délibérations, des décisions. Donc ça veut dire que lorsqu'une décision est prise là-bas, automatiquement elle est exécutée. Et là, je m'inscris en faux. Lorsque vous affirmez au effort qu'il n'était pas question de moyens. Et je comprends que vous êtes dans la logique de ceux qui ont envoyé nos mamans, nos jeunes frères et sœurs au chômage pour la situation des Andos. Il demande ici que l'on puisse délocaliser et que l'on puisse pas prévoir de moyens. Il a même donné le cas de la Covid. C'est méchant de vous entendre dire ça. Il y a des familles qui vendent là-bas, des maisons en dépendent, des étudiants en dépendent. Vous délocalisez sans prévoir la construction d'une nouvelle entrepôt ou peut-être d'un centre d'accueil provisoire, et vous allez les envoyer à la maison au chômage. Et c'est ça votre pouvoir du peuple d'abord. Et vous êtes fiers d'appartenir dans l'union sacrée et votre club d'amis. Il ne faut pas dire ça ici. Lorsque l'on prend une décision, ça veut dire que cette décision-là doit être profitable à un peuple. Et la décision le profite parce qu'on n'est pas en dévie. Mais l'autre aspect de l'avantage pour un peuple, c'est de lui prévoir un contrepoids. Ça veut dire, je t'épargne la vie là-bas, je te permets de travailler ici en sécurité. C'est pas comme vous avez fait avec Zando. Vous avez fermé, les gens sont à la maison. Une année déjà, vous ne construisez pas et vous voulez faire ça avec Matadi Kibala. C'est pareil, nous comprenons. Deuxièmement, allons-y. Vous posez la question de la responsabilité ici. Chers frères, vous connaissez le quartier CPA. Allez-y là-bas, vous allez voir comment les câbles de haute tension circulent également. Et éventuellement. Et si l'État n'est pas prévoyant, dans les jours à venir, nous allons également compter des morts là-bas. Il n'y a pas d'entretien. Parce que les maisons, câbles même. Non, les maisons sont construites à côté. Lorsque, bon, je ne sais pas si c'est monsieur encore, il mérite encore à ce qu'il a dit, monsieur Ngobila. Lorsqu'il affirme que les câbles sont rouillés, ça veut dire qu'à tout moment, ça pouvait se couper. Oui, c'est ça. Donc, les services de l'entretien de la selle a failli. C'est ça. Si aujourd'hui le Premier ministre britannique est en voie de perdre son poste, c'est pas parce qu'il a violé les mesures de couvre-feu. Il a organisé les réceptions à plus de 30 personnes à la maison et le Parlement les contraint à démissionner. Et chez nous ici on perd 24 personnes et personne ne démissionne. Vous êtes fiers de ça? Personne ne doit répondre d'après vous. Et vous affirmez ici qu'il ne faut pas établir ici qui a tort, qui a raison. C'est méchant de vous entendre dire ça. Ces familles éplorées là ont droit à la justice. La justice c'est leur dire qui a failli dans ces attributs pour qu'aujourd'hui nous perdons notre maman, notre jeune frère. C'est méchant de vous entendre dire ça. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Les conseils de ministres,
c'est vu être désaccagé depuis l'arrivée de M. Antoine. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Est-ce comme il a la musiquité? Pourquoi? Parce que déjà dans ces conseils de ministres là, il est censé prendre des décisions qui est exécutées. Les ministres qui sont là sont censés avoir signé et ratifié ce code de bonne conduite, code d'éthique. Mais lorsqu'on voit un premier ministre un ministre plutôt qui ignore même la loi sur le blanchiment des capitaux, il se transforme en beaucoup pour donner de l'argent. Vous êtes qu'avec celui-là, il y a un ministre là, je sais pas. Qui est ce ministre qui se transforme en beaucoup donc vous n'avez pas l'information. C'est qui? Je vous ramènerai son nom parce que je ne l'ai pas ici. Donc vous comprendrez avec nous qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus au niveau des décisions, mais au niveau de personnes. Est-ce que ces gens-là connaissent que lorsqu'on prend une décision, il faut l'exécuter? Et déjà, pour certains, ils ont des semaines pour être formés pour être ministre. C'est encore un autre problème. Donc, il faudrait en ces moments les rappeler que lorsque les conseils des ministres délibèrent et qui couchent sa forme de décision, c'est à exécuter. Automatiquement. C'est à exécuter et les services impliqués doivent s'y mettre. Aujourd'hui, quel crédit devons-nous faire à ces gouvernements? On a tué Olivier Punga ici. Personne n'a démissionné pour ça. On a tué David Kala, personne n'a démissionné. Et on continue à tuer Mumbere ou Shinzi. Là où le week-end dernier, il y a Lucha. Tuer personne ne démissionne. Et aujourd'hui, hier plutôt, 26 Congolais ou 28 ont perdu la vie comme ça. Et à ces jours, personne n'est responsable. Et d'après Charlie, personne ne doit répondre aussi. Est-ce, comme la même question à Charlie avant de les prendre, est-ce pas un problème de financement? Mais à chaque fois, on nous bombe, non, il y a hausse des recettes, il y a dépassement des assignations, ainsi de suite. Cet argent part où? C'est également ça la question. Parce que je me trouve dans l'impossibilité de croire qu'il y avait l'argent et que le ministre refusait d'exécuter les décisions. Certainement, il y avait un problème d'argent. Mais quand on déclare chaque jour, on fait la publicité qu'il y a hausse des recettes, il y a dépassement des assignations. Où va cet argent, Jonathan? Dites-moi, qui est ce ministre qui est impayé? C'est quoi ces ministères où le ministre est impayé? Où le ministre qui n'a pas reçu de fonctionnement? Ils sont régulièrement payés. Ils sont régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des moyens. Et à la présidence de la République, on a même triplé les salaires de conseillers. Cameroun l'a dit au procès 100 jours. Il y a chaque mois des dépassements budgétaires. Voilà. Donc, c'est pas une raison. Et lorsque vous avez un président bienfaiteur qui s'élève et dit, bon voilà, je vous offre des bus. Et je vous offre des Jeep Palisade. Vous allez me dire que ce président-là est plus riche que sa République? Et il est payé par la République. C'est inconcevable. Donc, il y a des moyens, mais il y a la question de la volonté, de la compétence qui s'impose. Il y a un problème de la compétence et de la volonté. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. C'est vrai que parfois, nous sommes en train d'essayer un peu de sourire pour essayer un peu de décrisper les climats, l'atmosphère, mais nous sommes très choqués, particulièrement moi. Je suis très touché de voir que quand j'ai vu la présence de Sama Lukonde, j'ai vu la présence de Mouyaya, Gentini, je me suis posé la question, je me suis dit, Charlie Asifa, si la Sony, comment est-ce que vous êtes parmi, si on pourrait établir les responsabilités, Sama Lukonde ne peut pas être dissocié de ça, parce qu'il y avait un conseil des ministres, Sama Lukonde est censé à exécuter, à faire pression pour que les ministres exécutent la décision, ou les instructions du président, mais là, il se pointe là, et puis, sans gêne, sans honte, je ne sais pas, comment est-ce que vous aviez apprécié la présence de cette équipe du gouvernement dans les lieux du drame? Bon, la présence encore on dira quoi, l'arrivée de certains officiels par rapport à... Le président était là même les après-midi. Oui, par rapport à ces lieux de drame. Ici, je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit Jonathan. Oui. Je le comprends, j'insiste sur ces faits. Personne ici ne va acclamer, j'insiste sur ces points-là, parce que c'est de nos frères qu'il s'agit, c'est de nos mères, de nos sœurs qu'il s'agit. Lorsque j'ai parlé ici d'établir les responsabilités, je n'ai pas dit ici qu'il n'y avait personne qui était responsable de ces faits-là. Non, ça c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il devait avoir des responsables, parce qu'il a parlé de la vision du chef de l'État. Nous-mêmes, dans notre parti, le mouvement de Congolais Unis, on est en train de vouloir faire la politique autrement. En prenant pour faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est-à-dire à chaque niveau de responsabilité, chaque Congolais devait savoir que quand il s'agit de prendre peut-être ma responsabilité en main, je ne dois pas regarder le chef de l'État. Ou encore attendre que, voilà, il faut qu'on vienne de Balobanalinga, là-bas, Soukoumanga, et pour Nassala. Non, chacun à son niveau doit savoir c'est pourquoi il est appelé. La présence des officiels sur ces lieux était, on dira quoi, par formalité ou encore par besoin d'y être.
Parce que lorsque le gouverneur de la ville parle des câbles qui ont été rouillés, je ne sais pas si la SNEL, pour eux, ils pensent que ceux qui disent que câble wana, il faut que fabricant, concepteur ou encore moutoua câble wana, salaka ngopo et salaka éternellement. Alors il faudra voir les problèmes à ces niveaux-là. Le président de la République a eu une vision. Le président de la République a eu, on dira quoi, a vu quelque chose, a vu que à ces niveaux-là, même si les besoins n'étaient pas seulement de voir les Congolais puissent mourir, mais les besoins étaient de voir, bon, on s'est dit, bon, à cet endroit-là, il y a peut-être une affluence en termes de marchandises, en termes de si le président on pouvait bien voir, je finis, on pouvait bien voir un entrepôt à ces niveaux-là, et ça pouvait même réguler les circulation ou encore les emplacements par rapport à ce marché-là. Mais lorsqu'on donne cette instruction au chef du gouvernement, et le chef du gouvernement qui lui aussi devrait peut-être orchestrer la musique pour voir comment est-ce que les choses devaient se faire et que les choses ne se sont pas faites. C'est ça où on se pose la question. Je l'ai dit ici lorsque j'ai parlé de ne pas vouloir ici chercher qui a tort, qui a raison, parce qu'il s'agissait de la vie des Congolais. Je l'ai dit qu'on puisse ensemble voir les choses de la manière dont elle se présente. Alors la responsabilité ici, c'est au niveau de la SNEL. Je ne sais pas si la SNEL avait déjà fait, je ne sais pas moi, une fiche technique. C'est la question pouvoir... Je veux à ce qu'on puisse analyser très froidement. Si le président de la République est au courant de ça, certainement qu'il y avait déjà une fiche technique de la SNEL réservée à qui des droits, soit adressée à qui des droits, mais que le gouvernement était, je ne sais pas, la procrastination, ainsi de suite. Mais comment expliquer également quand le gouverneur dit que les câbles étaient déjà devenus rouillés, mais que font les bourgmestres, les chefs des quartiers, ainsi de suite? Ils ne font même pas des balades pour voir, pour constater ce qui ne va pas déjà au niveau de leur quartier, pour essayer un peu d'avertir la population et le peuple que non, en attendant que les solutions idoines se trouvent, essayer un peu de ne plus fréquenter cet endroit. C'est dans ce sens-là que je disais qu'on avait vraiment... Bon, les besoins, oui, on en avait besoin. Des finances, on en avait besoin. Mais est-ce qu'il fallait seulement attendre qu'on ait les moyens ou encore les financements pour avertir le peuple? Il fallait peut-être commencer par avertir la population, ou encore essayer un peu. Ici, il y a des endroits où on le voit dans les grandes artères, où on interpelle les gens qui vendent à la longueur de la journée aux côtés des chaussées. On interpelle ces gens-là. Est-ce qu'il fallait seulement attendre que les financements arrivent pour pouvoir constater ces dégâts? Alors ici, on va parler des responsabilités, oui, mais il faut aussi établir le fait au niveau de chaque... En fait, les responsabilités sont partagées, mais à des certains échelons, s'il faudra les dire comme ça. Donc à chaque niveau, il y a chacun à son niveau qui a une certaine responsabilité. On va parler du chef de l'État. Oui, le chef de l'État a instruit. Il a demandé qu'on puisse délocaliser ces marchés-là pour la construction d'un endroit où on pourra bien commercialiser, encore bien garder les produits et autres qui viennent soit de l'intérieur du pays ou encore qui vont à l'extérieur du pays. Alors les chefs de l'État donnaient cette instruction. J'ai rejoint Jonathan ici lorsqu'il dit que l'instance, les conseils des ministres, c'est l'instance de décision. Lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on prend une instruction et qu'on les coule sur papier, donc c'est pour exécution. Alors lorsqu'on n'exécute pas. Lorsqu'on n'exécute pas, c'est ça, au fait, là où le bas baisse. Jonathan, je vous pose deux petites questions. La première question, si vous pourriez interpréter un peu ce tweet de Patrick Mouyaya, il y a de cela 23 heures qu'il a tweeté. À la suite de la communication du président de la République à la 35e réunion du Conseil des ministres du 7 janvier, le gouvernement avait commencé à travailler à la délocalisation de ces marchés. Il dit que le gouvernement avait commencé et il ajoute que cet accident vient accélérer le processus pour d'autres drames. Est-ce vraiment... Comment expliquer un peu que c'est le porte-parole du gouvernement qui dit que le gouvernement a commencé déjà, mais sur le terrain on ne voyait rien, et puis il dit que non, ces drames a accéléré le processus. Est-ce que ce monsieur sait ce qu'il fait? Oh, c'est déjà la question. Jonathan. La décision, on ne parle pas d'une mesure, on parle de la décision. La décision, c'est de la délocalisation. On ne vous demande pas d'aller étudier comment délocaliser. On dit décide de délocaliser. Ça veut dire que le lendemain, l'opération devait commencer, soit pour demander aux gens de partir d'eux-mêmes, après il y aura un moratoire sur pied desquels s'il n'y a pas respect, on contraint.
Et il vous dit encore qu'il est en train de présager des drames à venir. C'est méchant de sa part. Et je me dis encore que celui-là, il s'est dit être lumumbiste. Bon, je l'ai toujours dit, hein, nous avons perdu, oui. Mais nous avons perdu avec brio avec cette gouvernance. Nous avons perdu avec brio. C'est inconcevable. Un ministre de la République qui assiste au conseil de ministres, qui sait que c'est une décision, oui. il veut parler de ça comme si c'était une mesure. Qui devait suivre un cours normal, les études et tout. Non, alors que c'était une décision. Même une décision. C'est méchant. Aujourd'hui, moi je me dis, c'était quoi même le mobile de leur présence sur le terrain? C'est la question. Parce qu'il devrait y avoir honte même. La population, on ne demande pas le peuple d'être violent, mais la population, comment vous ne pourriez pas réagir? Vous êtes... Ah, je ne sais pas. Non, contrairement aux habitudes anciennes, lorsque le gouverneur, les gens crient, les gens chantent, mais là, personne n'a chanté. Ah, d'accord. Ils sont venus et ils sont partis comme ils sont venus. C'est déjà là la démarcation et le peuple est en train de comprendre, le peuple n'est plus dupe. Aujourd'hui, la question c'est de savoir, est-ce dans les secteurs de l'énergie il y a une vision? Parce qu'aujourd'hui, devant caméra, devant un débat pour la nation, Charlie affirme que le citoyen Antoine a une vision. Et moi je pose la question, c'est quoi sa vision dans les secteurs de l'énergie? Parce qu'il y a une vision doit être matérialisée par des réformes. Quelles sont les réformes des entreprises dans les secteurs de l'énergie? Vous n'en avez pas. Et vous affirmez ici que oui, il y a une vision. Et s'il y a une vision, quelle est la quote-part allouée à ces secteurs-là? Dans la loi des finances 2022, quelle est la quote-part allouée à l'énergie? C'est déjà la question. Depuis qu'on a libéralisé le secteur de l'électricité, quelles sont les entreprises qui œuvrent là-bas? Vous comprenez qu'il y a un problème. Vous êtes défaillant. Et parce que vous n'avez pas un programme, vous n'avez pas cette vision-là. Aujourd'hui, si Mouyaya affirme haut et fort qu'il y aura des catastrophes à venir, ça veut dire que ça va être chez lui. Parce que les Congolais les perdront. Non, c'est la vérité. Nous n'allons pas accepter qu'un monsieur vienne nous présager de mauvais sorts. S'il veut qu'il aille le faire avec ses copains, pas chez nous. Les Congolais ont droit à la vie, d'autant plus que la Constitution elle-même les garantit. Mais en fait, Jonathan, la deuxième question, Gentini dit ceci. Apparemment, il fait les ponce pilates. On a décision, mais là, c'est Gentini. Il dit ça là-bas. Il dit clairement que si je prends des décisions, il y a des gens qui battent les mélarais. Si lui, là encore, c'est ce qu'il fait. Il a une loi qu'on appelle la loi portant libre administration du territoire. La loi sur la décentralisation plutôt. Cette loi-là lui donne ses prérogatives. Il a des prérogatives propres à elle. Voilà. Et puis il a des prérogatives, des prérogatives concurrentes. Et si c'est dans ses prérogatives, il a les droits de se plaindre. Et si ce sont les prérogatives concurrentes, est-ce qu'il a le droit de se plaindre également? Parce qu'il sait que lui doit faire une partie et l'autre partie c'est à son concurrent. Il dit que ce qui a eu la décision, s'il prend ses décisions, même si c'est dans ses prérogatives, il y a toujours des gens qui s'opposent. La décision la plus fondamentale que nous attendons de lui, c'est de nous dire dans Kinshasa Bopetola, il fera quoi pour les secteurs de l'énergie? Pour les secteurs des infrastructures, il va construire combien de marchés? C'est ce qu'il doit nous dire. Il ne doit pas nous berner avec ces mots-là. Non, on battait les mélanges. Qui donne le nom? Il est certes vrai que dans leur gouvernance, c'est les hommes forts, mais qui nous donne un nom. C'est à travers de ces noms-là que nous allons juger, oui, réellement, il est contraint ou pas. Lorsqu'il a chassé les gens de Zando, qui était derrière lui ou qui s'était imposé contre lui? Mais aujourd'hui, les gens sont au chômage pendant plus d'une année. Et lorsqu'il décide de permettre ses bourgmestres, qui lui fait ombrage? Personne, il le fait à sa guise et à son gré. Aujourd'hui, nous avons perdu de vie. Parce qu'il n'est pas à même de mettre en place une politique pour sécuriser les Quinois. Je vais vous donner le cas de Kinshasa. Chamako était tué. Oui. Avez-vous vu le ministre de l'Intérieur? Avez-vous vu le ministre de l'Intérieur interpellé dans la zone? Il y en a 48 qui s'appellent députés provinciaux. Cette fois-ci, selon les informations, le député Gaël Boussa a déjà adressé une interpellation à l'égard du DG de la SNEL et puis d'autres. Je vous donne un autre cas. Ados Ndombasi a interpellé le ministre de l'Intérieur. Il est venu comme elle. C'est de la blague. C'est de la blague. En fait, avec cette gouvernance, n'attendez rien. Vous voyez Mbosso amener un ministre Union Sacrée aux personnes dans sa maison et répondre aux questions? Non. Alors. Et même au niveau de la ville, avec cette majorité qui appartient, je crois, à une tendance politique, qui sont incapables de bien faire le contrôle de la ville. La ville est ingouvernée, qui ne le sait pas. Charlie, je vous pose la question. Gentini Ngobila,
délocalise avec beaucoup de rapidité, beaucoup de précipitations très facilement à Zando. Mais comment Gentini était incapable, ou soit était dans la procrastination pour délocaliser ces gens-là au niveau de Matadi Kibala? Quelles étaient les motivations des Gentini, soit quels étaient les mobiles pour que Gentini soit empressé comme ça de délocaliser Zando? Aussi longtemps, il n'y avait pas urgence. Là où il y a urgence, sous les câbles haute tension, les gens vendent. Là, Gentini ne voit pas. Quel était l'intérêt pour Gentini d'être pressé pour délocaliser Zando et de laisser Matadi Kibala? On sait bien comment est-ce que notre ville est en train d'être gérée par le gouvernant de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, par rapport à ses décisions, par rapport à des choses qu'il dit tout haut en termes de je dirais quoi, de sa vision, quoi, en termes de ce qu'il pense faire de la ville de Kinshasa. Savez-vous que il y a dans des chaînes de télévision, même moi dans certaines émissions, on a eu à parler longuement sur ces problèmes du marché Zando. On a eu à s'étaler longuement par rapport à ça. Et vu que les travaux qui ont été prévus pour pouvoir peut-être moderniser Zando a pris assez de temps, et on a eu à construire des marchés. En fait, on a eu on dirait même pas construire, on a eu à créer des marchés pirates provisoires pour pouvoir permettre que cette vision-là, comme vous l'avez dit, ou encore ces besoins-là urgents de pouvoir délocaliser les gens dans les Andes. Voilà pourquoi j'ai dit ici que pour délocaliser les gens dans les marchés Matadi Kibala, on n'avait pas seulement besoin de financement. Il fallait, on dira quoi, une volonté. Il fallait peut-être voir au-delà des appétits, au-delà de ce que nous pouvons gagner. Parce qu'on dira, s'il faudra peut-être, je pense, à mon humble avis, s'il faudra répondre à ta question pour dire quelle a été l'urgence. La motivation des Gentini pour délocaliser rapidement Zando et laisser Matadi Kibala. On se dira peut-être qu'il y a des intérêts. On sous-entend qu'il y aurait des intérêts, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va délocaliser Zando et puis on les laisse plus d'une... Et Zando, un grand marché, on les délocalise facilement. Et Matadi Kibala, là où il y a urgence, un petit marché, on n'arrive pas à délocaliser. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé des gens qui sont en train de flouer la vision du chef de l'État. Parce que lorsqu'on donne une instruction, je reviens sur ça, lorsqu'on donne une instruction et que l'instruction n'a pas été répétée, exécutée et respectée à la lettre, comprenez qu'il y a des gens qui, à un certain niveau, ils se disent bon. C'est même la question que je pose, c'est Charlie. Comment expliquer? Comment expliquer? On se lave les mains. Comment expliquer au marché Zando? Il n'y avait pas d'instruction. Quand Gentini a délocalisé là-bas, il n'y avait aucune instruction du président de la République. Là, on exécute. Là, on fait, on travaille. Mais là où il y avait instruction du président de la République, on ne fait pas, on ne fait rien. On parle d'une incompétence alors. Il faudra rejoindre le mot. Il faudra joindre le mot au fait. Parce que lorsqu'à un certain niveau, on n'arrive pas à pouvoir gérer une aussi grande ville, une métropole comme la ville de Kinshasa, alors à un certain moment, il faudra les dire tout haut qu'à un certain moment, on est en train de voir M. Gentini Ngobila est en train de faire preuve à un certain niveau par rapport à une... on dira quoi, à une gestion calamiteuse par rapport à la ville de Kinshasa. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que la ville, le président de la République a donné l'instruction. Je ne sais pas. Je pense bien les ministres, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur a relayé cette information-là. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, en fait, au niveau au niveau du gouvernorat de la ville de Kinshasa, on ne relaye pas cette information et on ne l'exécute pas. Les ministres en charge de médias et communications a parlé ici. Les porte-parole du gouvernement a parlé. Non, les processus étaient déjà avancés. Attendez, pour qu'on délocalise, pour qu'on enlève, pour que le marché, il faut 6 mois. Il faut 6 mois. On connaît tous les détours de français, les contours de français. Il faudra peut-être, on s'est dit, bon, on cherche à pouvoir. Bon, avant de prendre Jonathan, ne soyons pas toujours sains, Charlie. À l'égard de ces gens, quelle pourrait être la sanction? Est-ce que ces gens-là doivent démissionner? Les présidents doivent sanctionner ces gens-là parce que ce sont des morts inutiles, si je pourrais dire comme ça. On pourra en tout cas préserver la vie de ces gens.
Depuis un certain moment, depuis un bon bout de temps, on a toujours eu à pouvoir, on pense toujours. Parce que si on ne sanctionne pas, en tout cas, ces bêtises vont se répéter. Je vous l'ai dit. Le président public a dit ici, tout haut, les problèmes de son entourage. Il l'a dit d'une certaine manière. Alors, c'est qu'à un certain niveau, on continue à pouvoir rappeler, ou encore on continue à pouvoir... on dira quoi? C'est-à-dire toujours full langue à l'état à chef de l'État pour dire que vous devez, messieurs les chefs de l'État, vous devez assainir votre entourage. Parce que lorsque, au-delà des autres catastrophes, au-delà des autres preuves de ce qui se font, qui à la longueur de la journée, tout est ramené à M. Félix Tshisekedi, alors que lui, à son niveau, donne les instructions et qui ces instructions-là n'arrivent pas à pouvoir être exécutées comme elles se doivent, alors à un certain niveau, on le demande à chaque moment, même au niveau de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les députés provinciaux, je pense à un certain niveau, les gouvernants de la ville devaient se sentir en danger pas dans le sens en danger par rapport à sa vie, mais en danger par rapport à sa gestion, même par rapport à son siège, par rapport à ces postes-là qu'il occupe. Donc on devait avoir des députés provinciaux qui, à chaque moment, à chaque fois, devaient rappeler les responsabilités ou encore devaient rappeler la charge qu'a Gentini Ngobila en termes de la gestion de la ville. Alors on parle aujourd'hui de morts, on veut penser à pouvoir établir les responsabilités. Bon, les responsables numéro 1, on va parler du chef de l'État comme certaines personnes sont en train de le dire, mais il faut aussi savoir échelonner les choses au niveau qu'elles se doivent. Cher peuple, vous nous suivez en tout cas. Jonathan, là, il se précipite de dire que non, pour essayer un peu de flouer le peuple, non, nous allons prendre en charge les funérailles. Aussi longtemps que ce sont eux qui sont à la base de ça. Pourquoi le président de la République tarde à sanctionner ces gens, Jonathan Ngwele? Pourquoi le chef de l'État s'est plaint de son entourage? Et là, on voit que ça continue. À chaque fois, les chefs de l'État se plaignent. Apparemment, on applaudit ces gens. On les applaudit. Alors, pourquoi les chefs de l'État tardent pour sanctionner ces gens? Cher Gamik, la question de la redevabilité s'impose. Dans des États sérieux, lorsqu'un conseiller s'illustre dans des actes de violence, la première des choses, c'est la suspension. N'avez-vous pas vu ces deux conseillers en train de nous offrir ces spectacles de violence sur le place public? Jusqu'à présent. Qui est cette personne-là qui est déjà devant les juges? Jusqu'à présent. Personne. Ni même une action disciplinaire au niveau de la présidence. En moins d'une année, on a perdu 3 fois 3 compatriotes. 3 lots de compatriotes. Olivier Mpunga, défense des services de sécurité. Davin Kalala, défense des services de sécurité. Defao Paluku, défense des services de sécurité. Mumbere Ouchinde, défense des services de sécurité. Et le ministre de l'Intérieur, il est toujours là, non? C'est en fait ça le problème. Ils lui sont redevables. Pour dire, bon, j'ai combattu avec l'UDPS. Oh, le président est redevable à ces gens. Mais c'est la logique, non? Plutôt qu'à son peuple. Moi, je vous donne un cas. Comment un président qui nomme ces gens pourrait être redevable? Voilà. Ils l'ont accompagné dans le combat de sa famille politique. Est-ce que M. Assel le mérite d'être Premier ministre de l'Intérieur? Il finançait les présidents de la République. Non, ils l'ont accompagné dans l'opposition. Ils l'ont accompagné dans son combat. Et quand vous dites accompagner, ils ont porté la même couleur, non? Assel le IDPS. Tu sais qu'il était IDPS aussi. C'est ça la réalité. Vidé Chimanga qui gifle, on le voit à la télé. C'est pas une situation de flagrance. Et là, le procureur va nous dire qu'il a donné la plainte. Donc, la République s'émeurt faute de copinage. Moi, je vous donne des cas. Et les Congolais comprennent. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est contrairement à ce que mon ami Charlie a dit tout à l'heure, où il estime que pour lui, il y a des ceux-là qui sont en train de flouer la vision. Non, il n'y a pas de vision. On va flouer quelle vision? Déjà qu'il n'y en a pas. La question de l'énergie, simplement, vous êtes de l'Union sacrée, donnez-moi la quote-part le haut budget pour ce secteur-là. Et nous allons plus loin vous parler des députés provinciaux qui ne travaillent pas. Vous êtes de l'Union sacrée, non? Demandez-leur de travailler. On peut passer 3 ans sans avoir 4 ministres à l'Assemblée provinciale interpellés. 3 ans. Et quelqu'un se dira à la maison dans la député provinciale. Et il y a des enfants qui diront pas besoin de député provincial. C'est déjà un problème. La question de l'efficacité est vraiment à déplorer dans ce système. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ne sont pas là. Et les victimes principales, c'est nous le peuple.
de leurs incompétences, de leurs insuffisances, c'est nous qui en succombons. On tue un Congolais et le patron de la sécurité de la ville est toujours là. Il est tué dans les geôles des services de sécurité. C'est inconcevable. Est-ce qu'on doit continuer sur cet élan? Nous disons non. Mais pour que nous ne puissions pas continuer, il faudrait qu'il y ait des méritants. Exactement. Et en lieu place des méritants, on mettra qui? Les amis, les camarades du parti. La question de l'objectivité n'est plus là. Personnellement, Mobutu, qui pour lui pouvait être en mesure de prendre un gouverneur non originaire et le mettre dans notre province, pour le voir travailler au profit de cette province-là. Un autre cas, aujourd'hui, parlons-en, l'administration publique est paralysée, qui ne le sait pas. 2 ans, les secrétaires généraux haïs. Et quelqu'un qui bombe la torche, il dit, je suis VPM à la fonction publique. Monsieur le VPM, l'urgence des urgences, c'est d'abord remettre de l'ordre dans l'administration. Il est là plutôt pour faire des footings et que sais-je encore. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que le système tel qu'imposé par la gouvernance actuelle ne nous causera que désolation. Merci beaucoup. Et lorsque nous avons des ministres qui présagent des malheurs aux Congolais. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Il y a également un compatriote... je dirais ça clairement, tué parce qu'il a été tabassé au niveau des Brésil, Rio de Janeiro. Il s'agit de notre frère Moïse Kabangambe, 24 ans, a été tué le 24 janvier près d'un kiosque de la plage de Barada, Tijuca, où il travaillait. Selon les témoignages de sa famille, il aurait été roué. Moi, j'ai vu les images, comment est-ce que ce compatriote a été tabassé. Il aurait été roué de coups après avoir réclamé le versement de 2 journées de salaire impayé. Il voulait son argent avant de rentrer chez lui et les gérants du kiosque n'ont pas voulu le payer. Ils se sont disputés, le gérant a pris un bâton pour le frapper et Moïse s'est saisi d'une chaise pour se défendre. A rencontré l'agence française de presse et son frère Sami Kagambe, 28 ans, qui vit également à Rio de Janeiro. On finirait, avant de prendre la question sur les élections, avec ça. Comment expliquer? On prend le tout. Apparemment, j'ai vu les postes d'Alain Bolodjo. On ne nous respecte pas, ni ici par nos dirigeants, ni à l'extérieur, Charlie Asifa. C'est à chaque fois que les Congolais sont tués à l'étranger, ici, le gouvernement central ne fait absolument rien. Absolument rien. Il y avait un étudiant tué au niveau, je pense, de l'Inde, au niveau je pense, de Bruxelles, il y a des étudiants malmenés, c'est partout. Mais que fait notre gouvernement, Charlie? C'est un cas, un compatriote tué au niveau du Brésil. Parce que les Congolais, on doit les tabasser comme ça et l'État ne réagit pas. C'est ça également la diplomatie. Alors, je pense que plusieurs fois dans les chaînes de télévision, le président national du mouvement des Congolais Unis, Jean-Paul Ilunga Chivula, a toujours dit que les Congolais ne sont pas patron de la RDC. Donc, le peuple congolais n'est pas Kolomboka. Il le disait pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, il a senti que le peuple, que ce soit ici à l'intérieur de son pays ou encore à l'extérieur, j'ai vu cette vidéo qui a circulé, qui a tourné le monde, qui a mis beaucoup de personnes dans la désolation, voir que quelqu'un il a travaillé pour perdre sa vie comme ça parce qu'il réclamait son salaire qui était de son droit parce qu'il travaillait. Il savait soit à la fin de la journée, il y avait un salaire qui était prévu. Mais lorsqu'on ne le paye pas et puis qu'il revendique, on le tabasse jusqu'à ce qu'il perde sa vie. À un certain niveau, les Congolais doivent être respectés et respectables. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les Congolais puissent être respectés et respectables? C'est à un certain moment qu'on puisse savoir... La méritocratie qu'a parlé Jonathan ici tout à l'heure, à un certain niveau, il faut qu'on sache qui mettre où. C'est ce combat-là, bien sûr, que le MCI est en train de mener au travers de son président national pour savoir que l'entourage du président public, quand j'ai parlé ici d'un seul président république ou encore d'un seul dirigeant dans le monde qui n'a pas eu à pouvoir développer son pays, il doit être entouré. Alors, quand on n'a pas un bon entourage, quand dans son entourage, on revendique, Joseph Kabila parlait de 15 personnes, je ne sais pas ici aujourd'hui, dans l'entourage du chef de l'État,
l'État de Félix Tshisekedi, si on peut encore compter une dizaine de personnes. Alors c'est ça au fait le problème. Alors il faut qu'à chaque niveau, à chaque étape, à chaque moment de responsabilité, que chacun se prenne en charge et sache comment est-ce qu'il doit faire les choses. Les gens continuent à mourir ici à Kinshasa, à l'est du pays, on en a parlé. En tout cas, il y a 2 ou 3 jours, il y a encore des gens qui continuent à mourir. C'est chaque jour presque. Chaque jour presque que les Congolais continuent à perdre leur vie. Qui est-ce qui va se réjouir par rapport à ça? Alors, puisque l'entourage, puisque même le chef d'État lui-même est en train de pouvoir... je ne veux pas ici utiliser les mots Yakolela. Mais quand vous dites que vous, de l'Union Sacrée, vous faites partie de l'Union Sacrée, vous soutenez le président. Mais quand vous criez matin, midi, soir que non, la diplomatie du président marche, aussi longtemps, on ne nous respecte pas toujours à l'extérieur du pays. Mais comment est-ce que la diplomatie du président marche dans ces cas? Alors, on va se les demander tous. On va se demander tous. On va pouvoir peut-être voir les choses sous une autre manière. Alors, quand on parle de la diplomatie, je ne vais vraiment pas entrer dans cette lignée, dans cette manière-là de voir les choses. Moi, j'ai ici besoin que dans l'entourage du chef de l'État, dans sa manière à lui de gérer les choses, qu'il organise les choses à son niveau pour que Mutuna secteur naïe, le chef de l'État est là au sommet. Chaque personne, chaque conseiller, chaque ministre, chaque secteur, que Mutuna à son niveau puisse travailler. Et moi je demande même, puisqu'on a commencé par parler de ces drames de Matadi Kibala, que les responsables soient punis. En tout cas, on ne veut pas ici qu'on puisse finir ces mois de janvier sans qu'on voie quelqu'un être suspendu, sans qu'on voie soit un ministre, soit un gouverneur, en tout cas, on veut ici bien que quelqu'un soit suspendu. Cela ne ramènera pas la vie de ces Congolais, mais on saura quand même que chacun à son niveau est responsable de pouvoir. Merci. Si aujourd'hui j'ai enregistré cette émission, j'ai fait cette émission, c'est parce que j'ai besoin que les sanctions tombent. Oui, j'ai besoin que les sanctions tombent après cette émission, qu'on ait au cours de ce mois de février, que des ministres tombent, que des gouverneurs, ainsi de suite, parce que c'en est de trop. Jonathan Ngwele, comment expliquer? Que fait le ministère des Affaires étrangères? C'est pas le président de la République. On nous tue, on nous frappe, on nous maltraite, on nous malmène à l'étranger. Mais apparemment, nous restons là des gens polis, courtois, on est bon avec tout le monde. Aussi longtemps, on ne nous respecte pas. Cher Gramik, j'aimerais revenir encore là-dessus. Le problème de la gouvernance actuelle, c'est la compétence à laquelle on a joint l'efficacité. Depuis qu'on a tué notre compatriote Kabangamambi, avez-vous déjà entendu ou lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères congolaise? Jusqu'à présent, non. Il n'y en aura pas. Notre compatriote Junior Massoudi Wassou, qui a fait 40 jours dans le geôle des services de renseignement, de l'immigration, plutôt de l'aéroport des Enventaines. Il lui fallait que les recteurs des universités privées de Bruxelles puissent organiser des marches. Vous imaginez un peu? Donc les étrangers s'approprient votre situation. Et aujourd'hui, l'efficacité, c'est pourquoi je l'ai dit toujours, le président Martin avait raison lorsqu'il disait dans son programme que l'aspect diplomatique pour nous, c'est d'abord de redonner la dignité à l'homme congolais. Un Congolais doit coûter cher dans le monde. Un Congolais doit coûter cher dans le monde. Pourquoi on va continuer à tuer et nous restons passifs? Il n'y a personne qui est interpellé, même pas l'ambassadeur brésilien. Il n'est pas interpellé. C'est comme ça. On n'en parle même pas au niveau officiel. En réalité, les Congolais aient abandonné son triste sort. Il suffisait qu'on tue un étranger. Vous voyez, les chancelleries s'est mobilisées. Mais pourquoi pour les Congolais, on ne se mobilise pas? Et ce monsieur qui s'est dit être porte-parole du gouvernement, pourquoi il ne donne pas un communiqué? Jusqu'à présent, le gouvernement n'est dit mot. Parce que ce Congolais n'a pas droit à la vie. Parce que ce Congolais n'a pas droit à la protection. Non, il faut les protéger, mais on les protège comment? Lorsqu'on est compétent. Combien de chancelleries viables avons-nous aujourd'hui à travers le monde? Combien de missions diplomatiques avons-nous aujourd'hui en activité à travers le monde? On apprend par-ci, les chancelleries jetées dehors, des maisons en vente, et les ambassadeurs qui décèdent, qui ont difficile à être enterrés. C'est ça les Congo. Et les citoyens qui vont là-bas à la quête de la connaissance, ou même de moyens de survie pour nourrir les familles ici, sont abandonnés. Vous imaginez quelqu'un qui va étudier, on l'arrête, et le gouvernement de la République ne prend même pas un communiqué. Il ne prend pas un communiqué. Triste.
Donc aujourd'hui, les citoyens congolais abandonnés. Seuls ceux qui vont avec eux sont protégés. Et ceux qui ne sont pas avec eux, c'est le mal du Congo. La question de la compétence. Voilà pourquoi nous disons, chers Congolais, nous devons nous préparer pour 2023. Parce qu'il faut chasser ces systèmes. On chutera avec ça. Il faut vraiment chasser ces gens parce que ils sont tous sauf compétents. Sauf compétents. Jonathan Ngwele, on chute avec ça vite fait en tout cas. Charlie Asifa, les élections, la feuille de route de la CENI. Les élections en 2023, apparemment, on est parti pour du bon parce que la CENI présente déjà aujourd'hui, j'ai dit, ça fait des routes pour l'organisation de ces scrutins de 2023. Vous pensez que les trains marchent, les chiens aboient, la caravane passe? Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. On dirait que c'est un coup de démarrage par rapport à ces élections de 2023. Vous le savez très bien que le président de la République, lors de son discours, de son adresse à la nation, il a insisté sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Alors, lorsque la CENI donne déjà sa feuille de route par rapport à ce qui devrait être les élections, au déroulement, à la formation des agents et ainsi de suite. On peut applaudir et on peut se dire bon, c'est déjà un bon démarrage, c'est déjà un bon début qui pourra peut-être annoncer les élections comme ils se doivent. Alors on peut toujours continuer à faire confiance à cette commission, à cette CENI qui pourra peut-être nous fournir un bon travail. Mais présenter la feuille de route, c'est bon, mais est-ce que les moyens vont s'en souvenir? C'est également ça la question, les moyens vont respecter les calendriers? Il se fera bien sûr une question de moyens, parce que lorsque le président a émis déjà la volonté de pouvoir avoir les élections dans les délais constitutionnels, nous pensons, d'ailleurs nous, au niveau du mouvement de Congolais Unis, les MCU, parti cher au président national Jean-Paul Lunga-Tshuvula, on est déjà prêt, on s'apprête déjà, on apprête les armes pour pouvoir affronter ces élections. Alors on ne peut que souhaiter que les moyens arrivent, s'il faudra rejoindre ce que Jonathan était en train de dire ici, pour pouvoir, entre guillemets, comme lui est en train de dire, chasser les systèmes, il faut qu'il y ait un vent, il faut qu'il y ait l'arrivée d'un vent nouveau. Et les vents nouveaux. Les sièges c'est où? Nous sommes sur l'avenue, le boulevard Triomphal, au croisement des avenues à Sosa. C'est là où est les sièges du parti et c'est MCU. Et vous pouvez suivre bien sûr les informations concernant le parti dans différentes plateformes. Merci beaucoup Jonathan, on finit avec vous vite en tout cas. La question sur les élections, apparemment ça va maintenant. Les élections à 3 phases. Oui. La première, c'est celui de connaître les officiels. Ça veut dire l'arbitre. S'il vous plaît. La deuxième phase, c'est celui de connaître le système de G. Ça veut dire la loi électorale et les lois qui vont organiser les élections. Le troisième, c'est les calendriers, les dates. Déjà, pour l'arbitre, il y a un problème. Nous avons des gens qui ont été politiques, mais surtout pour le compte de la société civile. Dis-moi là. Un cas simple. Voilà, un cas simple. Nous avons quelqu'un qui a été membre d'un parti politique, précisément une fédération d'Afrique du Sud de l'UDPS, qui se trouve président alors que la Constitution dit, et même la loi sur la CENI, que le président est censé être de la société civile. C'est déjà là un problème. Deuxièmement, les systèmes de G. Quelles sont les réformes entreprises pour les élections? La loi électorale, depuis qu'il s'agit sur les tiroirs de Mbosso, qui les sort? Aujourd'hui, nous avons un calendrier. Oui, nous avons un calendrier, il fait des routes. Posez la question, il y a une semaine, le conseil électoral de l'UDPS, M. Kadima, a dit qu'il n'avait pas encore de moyens. Il n'avait pas encore de moyens pour les élections. Maintenant, à quoi servirait une feuille de route s'il n'y a pas de moyens? Premier élément. Deuxième élément. Nous voulons aller aux élections. Oui, nous le voulons. Parce que nous, au niveau de la MCO, nous avons proposé la loi sur la CENI. Les calendriers électoraux qui nous permettent d'ailleurs d'organiser les élections au mois d'octobre de 2023. Et s'il faut ajouter la loi électorale, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et eux ont fait quoi? Eux qui veulent aller aux élections. Merci cher Gami. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Charlie Asifa, MCI des gens suivis là, Ilunga. Jean-Paul Ilunga suivi là. Merci beaucoup également à Jonathan. Les partis, c'est pour l'amour du Congo, PAC. Pour l'amour du Congo, PAC. Vous êtes le président également. Le président national avec plusieurs autres compatriotes congolais. Très proche de la Mouka, vous faites partie d'ailleurs de la Mouka. Merci beaucoup à l'équipe technique, Massamba. Merci également à Fia Lungela, Emmanuel. Merci beaucoup au Dipro, Florent Batampi, Peter Tiani et à vous tous, chers messieurs, chers fidèles, chers abonnés. Les relais YouTube Peter Tiani RDC, cette émission était exclusivement dédiée à tous les Congolais qui décèdent matin, midi, soir, partout dans le monde. À cause des incompétents.
je ne commande pas, je sais que venez là de dire Jonathan Ngwele, mais en tout cas, cette émission, après cette émission, nous voudrions à ce que les têtes tombent. Je suis Klamik Legrand, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.